bonjour, mesdames, messieurs, chers collègues, chers amis. C'est un grand plaisir de revenir à Chambéry. La dernière fois, c'était en 2009. Je me souviens, il faisait très très chaud. J'ai gardé notamment le souvenir de Michael, non seulement pour son propos, mais pour son éventail. Il avait un formidable éventail. J'ai une chaleur terrible et ça a été une journée très chaude aussi intellectuellement. Dont des traces ont été conservées, ça a été rappelé dans le premier numéro de la revue Jurisprudence. Et à cette occasion, je m'étais aventuré à proposer, ce n'était pas la première fois, c'est un peu une routine, mais ça m'est personnellement indispensable, une sorte de typologie des activités savantes prenant le droit pour objet, simplement pour proposer des repères afin qu'on sache à quel endroit on se trouve lorsqu'on entreprend un travail d'investigation, un travail, notamment un travail d'écriture. Et lorsque la cheville ouvrière dans cette journée m'a contacté il y a quelques mois pour me demander si je serais disposé à revenir, bien sûr, sur le principe, j'étais tout disposé à revenir à Chambéry, mais pour faire quoi, pour aborder quoi, pour apporter quoi. Et il m'a semblé que plutôt que de revenir sur les questions usons le terme épistémologique, ou m'aventurer dans des questions méthodologiques, on aura l'occasion d'en parler dans la journée, on aura l'occasion de dire combien le travail de direction de thèse est un travail redoutable. J'avoue que ça a été ma grande terreur, professionnellement, la direction de thèse. Même si ma dernière thèse a triomphé avec le prix Carbonnier, j'avoue que ça lui doit essentiellement. Parce que la direction de la thèse a toujours été pour moi un exercice, on a partagé avec Isabelle Saint une co-direction de thèse, c'était mon avant-dernière, ça a toujours été pour moi un exercice très, très, très délicat, j'ai eu beaucoup de difficultés toujours à me situer par rapport au doctorant. Enfin il m'a semblé que plutôt que d'évoquer ces questions, il serait peut-être utile de dire deux, trois choses dans l'ordre du bricolage intellectuel, à dire deux, trois choses de ce qu'est le monde du droit. C'est une conscience récente que j'ai de la négligence que nous avons peut-être souvent, nous les juristes universitaires, en tout cas français, à l'égard de la situation sociale et historique de l'objet même de notre travail. Et il m'a semblé qu'il était peut-être utile, c'est la proposition que j'ai faite, d'évoquer un peu cet aspect des choses, en soulignant que le droit, d'abord, c'est un élément du monde des faits. D'où ce titre, qui soit un peu paradoxal, le droit, d'abord, des faits. Et j'avoue qu'aujourd'hui, dans la mesure où mes plus jeunes collègues me font l'amitié et la confiance de me demander des séminaires de théorie du droit, notamment dans le cadre de l'école doctorale de Lyon-Saint-Étienne, je ne peux plus aborder une série de conférences un peu construites sur, par exemple, la théorie du droit, sans commencer par ça, pour essayer de vérifier que je persiste à voir à peu près où se trouve l'objet de nos préoccupations communes et l'objet de mon propos singulier de pédagogue en retraite, mais pédagogue qui fait du rare. Et je voudrais donc évoquer ça ici, en quasi-ouverture de cette journée, en réponse au fond à la question, ce droit qui nous occupe, ce droit dans lequel nous baignons, ce droit dans lequel vous baignez, où se situe-t-il? En quoi consiste-t-il dans le monde social? Comment peut-on le décrire comme une tranche de l'expérience humaine? C'était un exercice d'ailleurs qu'avait fait, pardonnez le rapprochement, Norberto Bobbio, dans sa jeunesse, s'interroger sur ce qu'était l'expérience humaine du droit. Et il me semble qu'on peut retenir 5 ou 6 points, 5 faits, 5 données empiriques dans ce qu'on peut appeler un peu pompeusement l'empirie sociale, qui permettent de situer, de saisir, de localiser cet univers dans lequel nous travaillons, cet univers auquel participe par exemple un plus ou moins jeune chercheur ou chercheuse dans le domaine du droit. Et
ces faits, ce sont, donc le nombre de 5 séries de données, 5 séries de faits, ce sont les suivants. Le premier que j'aperçois, donc c'est un regard naïf, c'est une espèce d'option d'empirisme radical. On pourrait peut-être parler, mais j'éviterai de le faire, de phénoménologie, mais c'est un regard d'empirisme radical. Le droit, d'abord, c'est des bâtiments, ce sont des édifices. Il y a dans l'espace social des édifices, il y a des palais de justice, il y a des édifices où siègent des autorités qui prennent des décisions, notamment qui produisent un certain nombre de documents dont je parlerai dans le temps suivant. Il y a des lieux, des édifices et des personnels qui ont pour tâche la diffusion de la connaissance de ce qu'on appelle le droit, de ce qu'ils appellent le droit. Il y a un corps, il y a des corps plutôt, des corps de juristes qui exercent différents types de professions. Et ces juristes jouent un rôle tout à fait essentiel, à mon avis excessif, par rapport au droit lui-même, dans notre monde occidental contemporain. Et d'ailleurs, c'est en évoquant leur rôle que je terminerai ma petite présentation dans le 5e point, dans le 5e fait, 5e série de faits relevés, nous retrouverons ces juristes de profession. Donc, d'abord un certain nombre dans l'espace social de choses un peu tangibles, des bâtiments, des édifices, des corps de professionnels. Mais toutes ces choses-là, finalement, n'ont de raison d'être, n'ont de sens, que parce qu'existe un autre phénomène qui est l'objet de ma deuxième observation, deuxième groupe de faits, c'est un phénomène de presse. Phénomène de presse qui est clairement repéré depuis l'époque qui a suivi la Révolution française, c'est la publication de documents singuliers qui portent le nom des actes qu'ils portent, s'appellent loi constitutionnelle, loi organique, loi, décret, ordonnance, arrêté, etc. Dans une presse qui aujourd'hui est essentiellement numérique, mais qui conserve une version papier, évidemment, notamment dans le journal officiel, sans tenir au niveau national, le journal officiel de la République française. Ce phénomène de presse, c'est celui par lequel, finalement, aujourd'hui, dans le système post-révolutionnaire, tout arrive. Nous ne serions pas là, en tout cas, nous n'aurions pas les objets qui sont, pour l'essentiel, de notre aujourd'hui, s'il n'y avait pas ces publications de documents dans le journal officiel de la République française. Une presse que peu de gens lisent, y compris les professionnels du droit d'ailleurs, parce que précisément il y a la médiation de la production des littérateurs, qui sont les juristes de doctrine, et qui sont les sources principales d'informations sur l'état du droit. On lit beaucoup plus les manuels, les encyclopédies, éventuellement les revues, que les textes eux-mêmes. Ce qui pose une question d'ailleurs, sur précisément le fonctionnement social de ces actes qui sont produits et qui sont publiés dans le journal officiel de la République française. En troisième lieu, troisième fait, à mon avis, significatif, relevant, il y a un assentiment général, ce qu'on peut appeler au sens propre un consensus. On est d'accord sans le dire, on n'a pas besoin de négocier, ça va de soi, on s'entend. Un consensus sur la signification du contenu de ces documents qui sont publiés au journal officiel. Les juristes de profession, mais plus généralement toutes les personnes qui sont des acteurs des autorités publiques, au service des autorités publiques, et aussi les personnes qui ont quelque culture dans ce domaine, qui s'intéressent à ce domaine, s'accordent pour considérer que les énoncés, les dispositions qui sont portées par ces actes publiés au journal officiel signifient des règles, des normes, des règles de droit, des normes juridiques, éventuellement des décisions. Enfin, ont des significations de choses qui vont s'imposer, qui vont servir de référence, qui vont poser des bornes pour les actions et qui vont assigner les positions aux uns et aux autres. Et finalement, donc, il est très, très remarquable que cet accord se fasse sans qu'il y ait... Enfin, il y a une adhésion syncrétique à une vague représentation dominante de la normativité, mais ce qui me frappe beaucoup, c'est
le faible niveau de préoccupation, y compris les juristes de profession, pour cette question des significations. Ça va de soi. Bon, et ça marche comme ça. C'est pas mal, ça marche comme ça marche dans l'à peu près. On est dans l'à peu près. Voilà le troisième point qui me semble pertinent de relever. Le quatrième présente d'abord un aspect un peu paradoxal par rapport aux deux précédemment relevés, c'est que les mêmes juristes de profession, alors juristes praticiens ou juristes savants, comme nous autres, principalement dans cette salle, nous avons la conviction, et d'ailleurs cette conviction est partagée aussi par des personnes qui ne sont pas des juristes, mais qui connaissent un peu, qui savent un peu comment ça marche, ou qui sont obligés de se frotter au juridique, la conviction également partagée qu'il y a des décisions de justice, enfin, certaines décisions de certaines juridictions, pas toutes les décisions de justice évidemment, au contraire de ce que professe une sorte de vision un peu banale de la jurisprudence, il y a certaines décisions, quelques décisions de certaines juridictions suprêmes, qui viennent se mêler de ce qui relève normalement de ces fameux documents publiés au journal officiel. Des décisions qui pèsent sur l'interprétation, sur l'assignation de sens ou de signification aux énoncés des actes publiés au journal officiel. Et même des décisions qui contribuent à faire advenir, comme diraient les juristes, normes positives, normes de droit positif, des contenus de pensée, pour parler comme mon bon maître Amselec, des contenus de pensée, des instruments mentaux, qui ne sont pas des significations de dispositions figurant dans des actes publiés au journal officiel. Ce qui est quand même, a priori, paradoxal dans un système légicentré par excellence, comme est le système français. Donc, il y a cet accord, un accord d'ailleurs qui a été très longtemps tu officiellement, avec, vous savez, ces minauderies. Bon, évidemment, c'est difficile de parler de minauderies à propos des écrits de Jean Carbonnier, mais enfin, lorsqu'il se demande si la jurisprudence est une source droit et non, c'est une autorité, ça dit, il a raison d'avoir ce type d'hésitation, mais ce qui me frappe, c'est que pendant l'essentiel du temps que j'ai vécu sur cette terre en faisant du droit, la réticence pour reconnaître que la jurisprudence était source de droit restait très dominante. Et depuis quelques années, il y a là d'ailleurs un effet dérivé de l'institution de la QPC. Depuis quelques années, on voit la Cour de cassation elle-même parler de sa jurisprudence, rappelant que ce qui peut être contesté par une question prioritaire de constitutionnalité, c'est, pour faire court, hein, c'est pas exactement ça, la conformité à la Constitution de dispositions légales telles qu'interprétées par elle, par, comme elle dit, sa jurisprudence. Je devrais dire sa doctrine, mais par sa jurisprudence. Donc, il y a un phénomène intéressant et une sorte de conquête de légitimité, une conquête de légitimité, je dirais, officielle, de cette part du phénomène juridique dans la République française, qui est la production normative ou la production de significations qui finalement s'imposeront, seront seules considérées comme pertinentes, comme relevantes, par des décisions de justice, alors que dans le système constitutionnel français, ce n'est pas le rôle du juge. Voilà donc 4 éléments, 4 données qui me semblent possible de relever dans ce qu'on peut appeler l'empirie sociale, l'expérience des hommes en société, en tout cas dans notre petit hexagone. Et puis il y a un cinquième phénomène qui me semble important, je l'ai déjà évoqué au tout début de mon propos, c'est qu'il y a aussi dans cet espace social une production littéraire tout à fait considérable. Alors elle peut prendre des formes matérielles différentes aujourd'hui, évidemment, variées, avec les publications électroniques, une production de travaux de type divers, manuels et traités, des commentaires de décision ou de textes législatifs, des développements d'analyse singulière, de traitement de questions de droit, etc. Et cette activité, c'est l'activité principalement des juristes universitaires, mais pas seulement. C'est l'activité de ce que je propose d'appeler par convention les juristes savants. C'est une activité que, d'un point de vue de typologie des activités savantes prenant droit pour objet, on pourrait qualifier
comme l'a fait avec Malice tout à l'heure Sébastien Pimon, de dogmatico-doctrinal. Cette activité, elle est essentielle parce qu'elle joue un rôle lourd, plus lourd qu'elle ne devrait peut-être, dans la diffusion de la connaissance du droit, dans l'appréhension du droit, dans le fonctionnement du système juridique. Alors, la doctrine est-elle source de droit? À cette question, si je suis sommé de répondre en quelques secondes, je réponds évidemment non. Évidemment non, dans le système constitutionnel français, non. Mais en fait, ce qu'écrivent les juristes savants pèse lourdement dans ce que les Italiens appellent avec bonheur le diritto vivente, le droit vivant, pas au sens du titre d'un bouquin de droit du travail, c'est autre chose. Le diritto vivente, qu'ils connaissent bien, enfin, c'est même une théorie de la justice constitutionnelle italienne, et ce droit vivant, il est dans une large mesure ce que les juristes disent qu'il est. Et il y a là quelque chose qui peut faire figure d'anomalie, en tout cas c'est discutable, c'est au moins un élément relevant à l'heure de faire le tour de ce que représente, de ce qui constitue l'expérience juridique dans l'empirie sociale. Voilà quelques propos que je souhaitais déposer en contribution initiale au débat de cette journée.